blablabla. Bonjour et bienvenue dans l'émission La Parole A, spécial éleveur. Aujourd'hui, on découvre un nouvel invité qui est venu témoigner de son quotidien à la ferme et de ses particularités. Mais avant de lui donner la parole, précisons que cette émission est réalisée en partenariat avec Akissin Duo, un biocontrôle à impact positif. Il est aussi efficace qu'un produit conventionnel, avec la particularité d'éviter les résistances pour lutter contre la septose des blés. C'est un produit qui apporte à l'éleveur une solution efficace, souple d'utilisation et durable. Et maintenant, passons la parole à Julien Fortin. Bonjour Julien. Bonjour Sophie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça s'est passé ton sommet, ton passage au sommet? Eh ben, très bien, nous sommes arrivés hier. Et puis on a croisé plein de monde, des éleveurs, des éleveuses, des collègues, des conseillers. Voilà, beaucoup d'échanges hein, sur ces 2 jours. Parfait. Alors, Julien, qui es-tu? Donc Julien, je travaille dans le Maine-et-Loire sur une ferme expérimentale, la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. Donc c'est un outil de recherche appliquée où notre support de recherche c'est 145 hectares avec une large place donnée aux prairies sur lequel on élève des vaches allaitantes, des vaches de race limousine donc pour produire de la viande. Avec quel modèle du coup? Alors plutôt un modèle donc. On est en agriculture biologique, donc ça se veut être un modèle plutôt extensif, très pâturant, où l'enjeu en fait est d'être dans un système complètement autonome, c'est-à-dire qu'on doit arriver à nourrir les animaux du troupeau avec toutes les ressources que peut nous donner notre milieu, donc ce milieu c'est ces fameuses 145 hectares. Oui, donc l'objectif c'est d'avoir l'autonomie alimentaire. Exactement. Alors, tu nous dis que tu es responsable de cette ferme expérimentale, mais ton quotidien, il ressemble à quoi? Alors, c'est un quotidien avec un métier avec beaucoup de diversité. Hein. On a donc des missions tout à fait agricoles en fait, assurer le bon fonctionnement de la ferme, le bon fonctionnement du troupeau, donc c'est des choix zootechniques. C'est aussi des choix agronomiques, faut mettre en place un assolement en adéquation avec les besoins des animaux. Et c'est aussi dans mon métier au quotidien de faire de la recherche appliquée. Donc pour ça c'est... Ouais, on y reviendra d'ailleurs, tu nous présenteras. Ouais. Mais finalement au quotidien, c'est comme un éleveur? Alors oui, c'est le métier de base effectivement de l'éleveur avec aussi toutes les problématiques administratives. Hein. Quand on est sur une ferme expérimentale, on a le droit aux ZPAC, on doit aussi avoir des relations avec son assureur, son banquier pour aller demander des emprunts, pour acheter un nouveau tracteur qu'il faut renouveler. Donc effectivement, c'est toutes les contraintes de l'éleveur. Aussi l'enjeu climat en fait, on passe notre temps à nous adapter. Tous les matins, on regarde la météo pour prendre les bonnes décisions. Donc effectivement, on vit aussi au rythme des éleveurs. Tu as exactement les mêmes défis qu'un éleveur lambda. Tout à fait, parce qu'on a un objectif de production sur cette ferme, on se doit de produire, donc évidemment. Plutôt une ferme à dimension humaine, vu la taille du troupeau et la surface, si je comprends bien. Alors tout à fait, voilà, 145 hectares, il y a 80 vaches. On est dans un système naisseur-engraisseur, donc la totalité des animaux qui sont nés sur la ferme sont engraissés et alimentent la filière bio. D'accord, donc ça part en coopérative, après vers des épiceries, comment tu fonctionnes? Alors on est associé en fait à une structure qui s'appelle Unebio, qui s'occupe complètement de la commercialisation de ces animaux et qui travaille en partenariat avec des coopératives les coopératives sont chargées de faire le transport de ces animaux. Et après, toute la commercialisation dépend de ce groupement d'éleveurs en fait, qui est Unebio, qui a su s'organiser pour trouver des débouchés au service du plus grand nombre d'éleveurs. Au niveau local? Alors local mais même national. Aujourd'hui Unebio ça a une dimension quasiment nationale. Donc voilà. Donc ça dépasse le Maine-et-Loire. Ça dépasse complètement le Maine-et-Loire. Alors ce qui m'intéresse maintenant c'est de te connaître un peu plus et notamment ton parcours. Quelle est ton histoire? Mon histoire, donc moi, ça a commencé en Corrèze. Voilà, je suis né en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde, au milieu des vaches limousines. D'accord. Dès le départ, voilà, cet attachement aux bovins allaitants et à la race limousine. Bon, après, j'ai grandi, j'ai eu la chance de faire des études agricoles à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, l'ESA. Voilà, donc j'y ai passé mon diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu au bout de 5 années. Voilà, et après, je suis arrivé sur le marché du travail. J'ai eu une expérience très intéressante avec l'Institut de l'élevage pendant 6 mois qui m'a envoyé aux Antilles, en Guadeloupe et en Guyane. T'as voyagé? Voilà, pour travailler sur les systèmes herbagés. Et puis après, j'ai eu envie de retrouver ce contact avec les éleveurs, de faire du terrain. Donc j'ai cherché un boulot vraiment avec cet objectif et j'ai travaillé pour Bovin Croissance. Donc Bovin Croissance, c'est une structure d'appui, de conseil des éleveurs à l'étang. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, j'ai eu de la chance parce que j'ai croisé le responsable de la ferme expérimentale de l'époque,
qui était Jean-Paul Coutard, avec qui on a échangé. On a partagé une passion technique sur tous ces enjeux qui tournent autour du troupeau allaitant, de la durabilité des systèmes, de l'agriculture biologique. Et puis Jean-Paul m'a proposé de rejoindre la ferme à titre d'ingénieur en fait. Donc j'ai commencé en tant qu'ingénieur de recherche. Et tu te voyais dans une ferme expérimentale ? Alors effectivement, au fur et à mesure de mes études, je voyais bien que c'est des choses qui me plaisaient. J'aimais bien me poser des questions, trouver des solutions alternatives. Être sur le terrain. Et aussi être sur le terrain, exactement. Parce que sur une ferme expérimentale, on a de la chance, on a les pieds dans les bottes, quoi. Enfin vraiment, on est sur le terrain. On en parlait tout à l'heure un peu, hein, vraiment les mêmes contraintes que les éleveurs, oui. Les mêmes problèmes qui sont face à nous. Donc oui, et puis ce contact avec la terre, avec l'animal, voilà. On parle un langage éleveur, donc ça c'est vachement agréable. Et tu étais issu d'une famille d'éleveurs ? Alors, pas d'éleveurs, mais des gens quand même très proches, des parents très proches du milieu agricole et un peu du milieu de l'élevage, donc oui. Pourquoi ils faisaient quoi tes parents ? Alors mes parents, ils étaient horticulteurs. Oui, donc c'est quand même connecté. Voilà, c'est quand même voilà. Mais beaucoup de leurs amis sont des éleveurs, donc du coup dès le plus jeune âge, voilà, on passait des soirées chez les copains éleveurs. Tu as grandi dedans finalement. Oui. Julien, je t'avais demandé de m'apporter un accessoire. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as ramené ? Alors j'ai un peu réfléchi quand même. Bon, on pourrait ramener plein de choses, mais il y a un truc qui me suit au quotidien. Alors voilà, c'est vraiment le truc que tout le monde utilise aujourd'hui. Hein. C'est un téléphone portable. Alors c'est même deux téléphones portables. C'est même deux téléphones portables. Pourquoi ? Alors donc il y en a un qui sert de téléphone, voilà, qui est très pratique pour répondre à tous les appels du quotidien. Et le deuxième, qui a des propriétés un peu différentes, un peu plus précises, qui permettent de prendre des photos, de communiquer donc sur les réseaux sociaux, parce que dans une ferme expérimentale, on a aussi un enjeu de vulgarisation de nos travaux de recherche. On ne travaille pas que pour nous, hein, on travaille bien sûr pour que ces données soient diffusées. Donc on utilise les vecteurs les plus pertinents et qui touchent le plus les éleveurs aujourd'hui. Donc une partie effectivement communication pour prendre des photos. Et c'est quoi que tu consultes le plus sur ton portable ? Alors, le truc classique, hein, la météo. Tous les matins, hein, un petit point météo pour savoir où on se dirige, comment la journée va s'organiser. Oui. Voilà, la météo pour le quotidien, pour la semaine, pour même les 10 jours, parce que quand on organise un chantier de récolte, tout ça, on aime bien pouvoir anticiper. Et avoir de la visibilité. Oui. Donc, ferme expérimentale. C'est quoi son histoire à cette ferme expérimentale ? Alors cette ferme expérimentale, elle a été créée en 1998. Voilà. Ça répondait à une volonté d'élus du Maine-et-Loire, des élus de la Chambre d'agriculture, de proposer en fait une structure capable de produire des références objectives au service de la profession, et la profession qui voulait à l'époque s'engager dans ce qu'on appelait l'agriculture durable, mais aussi l'agriculture biologique. Parce que depuis la création, la ferme de Torigné, elle est en bio. Donc c'est ça son origine, créer des références objectives. Pour ensuite pouvoir les appliquer dans d'autres fermes. Exactement, proposer en fait des itinéraires techniques, des choses assez fiables pour les éleveurs qui puissent transposer à leur échelle avec leurs contraintes. Il ne s'agit jamais de faire un copier-coller strict de ce qui se passe dans une ferme expérimentale, mais de s'inspirer et après on l'adapte en fonction des contraintes que l'on a. Donc ce sont des acteurs qui se sont regroupés, donc sous quelle forme ? Voilà, donc c'est 12 partenaires, des organismes para-agricoles, donc on retrouve le réseau Chambre d'agriculture, des instituts techniques, des coopératives, des entreprises d'enseignement, des banques, des assurances, qui sont regroupées dans une SARL. Voilà. Et une SARL donc, avec des actionnaires. Donc on a 12 actionnaires à Torigné qui sont représentés par un conseil d'administration que l'on réunit 3-4 fois par an pour valider les grandes orientations qui sont à mener sur la ferme. Et sur la ferme, vous êtes combien à y travailler ? Alors au quotidien, nous sommes 5. Donc, il y a 3 techniciens, il y a Philippe, il y a Mathis, il y a Théo, et on est 2 ingénieurs, Pierre et moi. Voilà. Et Julien, voilà, l'équipe au complet. Alors, du coup, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'émission. Tu as déjà un petit peu commencé à l'aborder. Aujourd'hui, quelles sont les missions de cette ferme expérimentale ? Alors on a 3 grandes missions. La première, c'est de faire de la recherche appliquée, donc produire des références objectives au service de la profession. Pour ça, on se base sur des essais analytiques, sur des micro-parcelles ou sur des lots de bovins. Aussi de la valorisation de bases de données, parce que Torigné, création en 98, on note tout bien sûr, on passe notre temps à tout quantifier. Donc on a une grande base avec plein de résultats, et avec le temps, ça nous permet de faire des analyses sur plusieurs années. Par rapport aux contraintes qu'on rencontre, notamment en termes d'évolution climatique, c'est des données qui sont très précieuses. Ça, c'est le premier métier, c'est notre mission principale. Le deuxième métier, c'est de la communication et de la formation.
Donc de la formation. C'est ce que tu citais tout à l'heure. Voilà, alors la communication, les réseaux sociaux, se déplacer dans des salons comme le sommet de l'élevage, écrire des articles scientifiques parce qu'on se doit de diffuser de manière assez large, voilà, et aussi de la formation. Donc à Torigné, on accueille des groupes d'éleveurs, de conseillers, d'étudiants, de chercheurs. On en accueille 80 par an sur site. Du coup, on visite, on partage, on discute, on échange. Voilà, l'idée étant que les travaux de Torigné puissent bénéficier au plus grand nombre, donc on en parle. D'accord, donc ça c'est pour les différents axes et l'objectif c'est d'avoir un système de production qui puisse être appliqué, reconduit et en fait finalement ton système de production s'enrichit de la partie recherche que vous faites. Exactement, notre troisième mission c'est de faire fonctionner Torigné comme la ferme d'un éleveur ou d'une éleveuse entre guillemets normale. Julien, je te propose de passer sur un petit jeu. Les règles elles sont simples. C'est 3 petites cartes, c'est un tirage. Je vais te les montrer. Tu m'en choisis une ? Ouais. Et derrière, il y a une question. D'accord. Moi, je vais prendre la baguette. Ah, elle t'intrigue. T'as compris ce que c'est. La question, elle est simple. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu déciderais ? Ce que tu veux. Hein. Ouais, ce que je veux. Bon, on l'a pas préparé cette question. Hein. Non, c'est ça l'enjeu. C'est de la spontanéité. Voilà, hein. la spontanéité. Bon, si j'avais une baguette magique, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à produire de la viande, du lait, qu'avec de l'herbe, qu'avec une ressource durable en fait, quelque chose qui n'entre pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Et on aurait vraiment des bovins, parce que ces bovins, ils sont capables de bien valoriser cette herbe, au service du plus grand nombre de l'agronomie des systèmes, quoi. Et on n'aurait pas de concurrence aussi entre l'alimentation de ces bovins et l'alimentation humaine. Alors c'est un idéal, certes. Techniquement, il y a des leviers, on peut s'en rapprocher. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est ça qui aussi nous motive, nous, au quotidien, à Torigné, à arriver à produire une viande décarbonée, qui utilise un maximum d'herbe. Donc ouais, je ferais peut-être ça avec une baguette magique. Belle décision. Ouais. Allez, une dernière très rapidement sur les 2 qui restent. Bon, le tracteur. Le tracteur, carrément ? Tracteur. Allez, elle est simple celle-ci. Pourquoi c'est encore utile de manifester aujourd'hui ? Alors c'est utile parce que il faut faire entendre sa voix. Voilà, chaque profession a des choses à défendre, des intérêts à défendre pour des fois le plus grand nombre. Je pense que la profession agricole, elle est très large, elle est très diversifiée. Elle se différencie aussi sur d'autres aspects que d'autres pans de la société, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir se rassembler et puis d'aller demander, mettre en avant des choses positives quand même que l'on fait. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense que ça a du sens, à minima d'essayer. Julien, je te propose qu'on continue nos échanges, mais cette fois-ci en allant un peu plus dans le concret. Tu nous parles de ferme expérimentale, de recherche. On a envie de savoir un petit peu les coulisses de tout ça. Et ma toute première question, c'est sur les projets que vous menez. Alors déjà, il y en a combien sur cette ferme expérimentale? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de thèmes abordés? Alors, sur la ferme, on mène de front à peu près 25 projets de recherche tous les ans. C'est des projets qui sont jamais conduits que sur une année, mais qui sont toujours pluriannuels, parce qu'on intègre ces évolutions climatiques. Une année il pleut, une année il fait sec, voilà, donc on l'intègre dans nos résultats. Il y a 3 grands pans de recherche en fait à Torigné. Le premier, ça va être l'adaptation des systèmes fourragers face aux évolutions climatiques. Donc là, on travaille au service de tous les ruminants sur la ressource. Donc la nature de la ressource, la façon dont on amène cette ressource aux bovins, ou la manière dont les bovins viennent chercher cette ressource. Ça, on aime bien. L'autre volet qu'on a, c'est arriver à produire de la viande bovine, entre guillemets, bas carbone, voilà, avec une empreinte environnementale la plus faible possible. Donc là, on a des travaux pour en fait réduire la mécanisation, faire que nos bovins y passent un maximum de temps dehors, s'interroger aussi sur le modèle animal pour qu'il soit peut-être un peu moins exigeant, plus robuste. Et enfin, le dernier pan de recherche, on est en agriculture biologique et il y a une petite particularité, c'est qu'il y a tout un enjeu au niveau du sol en fait. Donc l'enjeu des rotations, on a moins d'outils, on n'a pas d'intrants, c'est une ferme qui est complètement autonome. Donc là, il y a beaucoup de travaux de recherche sur les rotations en lien avec l'évolution de la fertilité des sols. Donc 3 pans, 3 axes en tout cas de développement et de projet, à peu près 25 si je comprends bien. Ouais. Tu nous en cites un ? Ouais, alors je vais t'en citer un peu plus qu'un quand même. Donc sur le fourrage par exemple, on a fait des travaux là sur le pâturage hivernal. Parce que le climat ça change. Nous dans l'ouest il fait de moins en moins froid. Et l'herbe elle pousse quand même en hiver maintenant. Et donc il a fallu produire des références pour essayer d'aller valoriser
cette herbe qui pousse l'hiver à moindre coût. Donc le meilleur moyen de la valoriser, c'est d'envoyer les vaches le faire. Donc en l'occurrence, on n'envoie pas des vaches parce qu'une vache c'est lourd, hein. À Torigny elle pèse à peu près 700 kg, donc si on envoie une vache, ça abîme un peu le sol. Donc là c'est de travailler sur des animaux plutôt en croissance, des génisses, des bœufs, et avec une organisation du pâturage, des fils avant, des fils arrière, enfin voilà, ça c'est de la technique quoi, et arriver à aller chercher le maximum de cette biomasse. Un autre exemple que moi j'aime bien, qui est assez parlant, c'est toujours en lien avec ce changement climatique, toujours sur la ressource. Traditionnellement, on fait du foin au mois de juin. Et les étés sont de plus en plus précoces et très secs. Et ce foin, on le distribue au mois de juillet. Donc ça, des fois, 15 jours, 3 semaines après, voilà, ce qu'on a récolté, on le distribue. Bon, ça fait beaucoup de mécanisation, beaucoup de moins bien mobilisés pour 3 semaines. Donc là, on a des choses vachement intéressantes sur le fait de laisser du foin sur pied et d'envoyer directement les animaux le manger. Alors moyennant une organisation, c'est toujours pareil quoi, et ça marche super bien. Et donc ça, c'est vraiment 2 leviers là que je viens de citer qui permettent de réduire le coût de production des éleveurs, réduire l'astreinte, le temps de travail. Donc des leviers qui tendent à faire progresser, en tout cas, la vie quoi des éleveurs. Est-ce que tu as un exemple peut-être sur la partie vélage par exemple? Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite dessus? Oui, alors sur la partie vélage, toujours dans cette logique de décarbonation, on sait qu'une vache, ça émet toujours du méthane. Bon voilà, ça c'est un fait. Donc il y a un moyen pour réduire cette empreinte, c'est de réduire la phase d'improductivité de ces animaux. Et pour le faire, en troupeau allaitant, il y a un levier qui est hyper efficace, c'est de faire véler les génisses le plus tôt possible. Donc en France, en moyenne, les génisses, ça vèle à 3 ans. Voilà, c'est un fait, ça vèle à 3 ans pour différentes raisons. À Torigny, pendant 20 ans, on a travaillé pour faire véler les génisses à 30 mois. Ça marchait super bien. Et là, plus récemment, enfin, ça fait 6 ans, on travaille pour arriver à faire véler les génisses à 2 ans, 24 mois. Et toujours avec des conduites économes. Hein, vraiment, l'idée étant vraiment de respecter la physiologie de l'animal sans pousser, parce que qui dit pousser trop les animaux, ça engendre un coût. Et en fait, on se rend compte que, on y arrive très, très bien. Alors pareil, là, il y a des petites précautions. Au niveau alimentation, c'est des animaux qui ont des croissances relativement constantes. Hein. On ne fait pas d'effet de yo-yo, parce que sinon, voilà, une génisse qui perd, qui reprend, c'est compliqué. Et on met aussi en place des choses pour sécuriser le premier vélage, notamment dans des stratégies d'accouplement. Et alors, concrètement, comment tu fais? Ouais, concrètement. C'est ça que j'ai envie de savoir. Comment on fait? Alors pour que ça se passe bien, on met des taureaux de petits gabarits, en fait, qui derrière vont avoir la capacité de faire des petits veaux. Et là, on a fait un choix assez fort à Torigny, c'est on a changé de race. C'est-à-dire que sur nos génisses de race limousine, qui sont superbes, pour sécuriser ce premier vélage, on a introduit un taureau de race Angus, qui permet du coup de réduire le poids de naissance des veaux de 5 kg, et comme ça, on fait véler les génisses plus tôt, et tout se passe bien. Bon, et ces animaux qui naissent issus de ce croisement, ils ont une autre destination qui répond aussi à des problématiques de recherche. Voilà. Mais voilà, on essaye d'être aussi opportuniste sur ce genre de choses et on n'hésite pas à bousculer un peu le modèle classique. Voilà. Notre métier, c'est de faire... Pour trouver des solutions. Voilà. C'est de faire de la recherche. Tout ne marche pas toujours, mais c'est à nous d'essayer en tout cas. Voilà, c'est la mission que l'on a au service des éleveurs. Il y a un réseau de fermes expérimentales? Oui. Il y a un réseau au niveau national, ça s'appelle le réseau FarmXP. Ça regroupe les fermes expérimentales dites professionnelles. Donc on retrouve dedans des fermes pilotées par les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage. Donc c'est une association qui se réunit, qui a son assemblée générale la semaine prochaine d'ailleurs, et qui se réunit à travers des commissions, des comités techniques, plusieurs fois par an. On partage les projets de recherche. Oui, vous recroisez vos données. On recroise nos données, on les partage, on s'inscrit dans des nouveaux projets de recherche ensemble. Ça permet d'avancer à un collectif en fait qui avance ensemble. Donc c'est assez puissant. Et c'est complètement complémentaire d'un autre réseau de fermes expérimentales, c'est les fermes expérimentales de l'INRAE. Alors, elles, ils font plutôt de la recherche fondamentale. Nous, on est à l'échelle de la recherche appliquée. Hein, donc, voilà, c'est un peu 2 échelles différentes qui sont complémentaires. Vous imaginez l'avenir sur cette ferme? J'ai envie de savoir quels sont les prochains projets sur lesquels vous allez travailler. Ouais. Alors, les prochains projets, c'est toujours arriver à ce que nos bovins ils passent le maximum de temps au pâturage. Donc ça, c'est hyper important. Il y a sûrement des opportunités avec les évolutions climatiques. On parle toujours des contraintes liées au changement climatique. On peut aussi le prendre comme une opportunité. Il va faire moins froid.
On va peut-être avoir des conditions de portance qui vont être meilleures en moyenne sur l'année. Donc on a sûrement des choses à réinventer sur comment on nourrit nos animaux au pâturage. Nourrir qu'avec de l'herbe, ça ne sera pas possible, c'est sûr, parce que on a des effets saison qui font qu'à des moments l'herbe ne pousse pas assez. Mais par contre, on peut proposer des fourrages différents au pâturage. On peut par exemple aller peut-être faire pâturer des légumineuses, de la luzerne, du trèfle violet, voire même des céréales en sortie d'hiver. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour arriver à baisser l'empreinte environnementale des troupeaux. Julien, pour terminer, on passe à la carte blanche. Le principe, il est simple. Tu as quelques secondes pour transmettre un message, celui que tu veux. Alors, n'ayons pas peur d'oser, n'ayons pas peur d'être un peu en rupture. Les modèles d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Il va falloir que les choses... Il y a des choses qui vont changer. Alors peut-être pas les bases, mais des petits détails qui vont vraiment apporter des opportunités aux éleveurs, qui vont faire progresser. Et je pense l'enjeu de progresser. Il ne faut pas innover pour innover, mais dans l'optique de progresser, faire avancer les choses, amener du confort, amener de la souplesse à ces éleveurs, parce que les enjeux, ils sont nombreux qui arrivent. Il y a des enjeux sanitaires, il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique, il y a des enjeux d'attente sociétale. Donc je pense qu'il ne faut pas être fermé, se donner de l'ouverture. Et les fondamentaux, Les fondamentaux, on enlève des vaches. Une vache est un ruminant. Un ruminant, ça valorise du fourrage. Et le fourrage le plus économe, c'est l'herbe qui est pâturée. Voilà. Et ça, le garder en tête, je pense que ça peut vraiment aider. Merci Julien pour ton partage. Merci Sophie. Merci à Akissine Duo pour le partenariat de cette émission. Merci aux équipes techniques. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec le comptoir des éleveurs. D'ici là, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Merci et à bientôt.